Merci beaucoup, Laurent. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous Parfaitement. m'entendez bien? Parfait. Merci beaucoup. Alors, j'avais un doute, j'ai rajouté un 2 finalement. Je suis un petit peu tatillon ou tatillonne et donc j'ai mis élément 2 stylistique en hommage à Monsieur Molinier, notre ancien président, lui, de l'université, qui avait écrit éléments de stylistique française. Donc, c'est un petit peu en son hommage. Je pense qu'il aurait aimé lire La Salvatge, peut-être. Bon, puisque mon collègue a parlé de l'atelier de Pygmalion, eh bien, je vais vous parler, moi, de l'atelier d'écriture d'Isabelle Clara Simon, de son ouvroir. Alors, ce que je dirais est vraiment complémentaire. Il y a beaucoup de choses que mon collègue Fabrice Corrons a déjà dites, donc soit je sauterai, mais il y a beaucoup d'éléments concernant la franc-maçonnerie, par exemple, sur lesquels, bien sûr, nous coïncidons. Alors, quelques mots sur la notion de style et stylistique. Hein, vous le savez tous, vous le connaissez déjà, mais on rappelle l'origine du mot, le stylet, le poinçon que l'on utilisait pour écrire sur les tablettes enduites de cire. Et puis après aussi un instrument métallique pointu pour dessiner, inscrire, inciser quelque chose. Plus dans le domaine littéraire ou linguistique, c'est l'ensemble des moyens d'expression, vocabulaire, tour de phrase, syntaxe, rythme, qui traduisent de façon originale une pensée. J'ai bien aimé de façon originale, on le retiendra. Les sentiments, toute la personnalité d'un auteur. Donc, un peu synonyme d'écriture et de plume, ce sens-là. Entre le stylet et la plume, il y a aussi l'image du scalpel que j'emprunte à Anne Charlon pour qualifier l'écriture d'Isabelle Clara Simon. Je la cite. Alors, je vais faire un partage d'écran pour les citations, mais attendez, qu'est-ce que je fais? Sélectionner une fenêtre ou un écran. Je fais quoi? Autoriser? Oh là là. Je ne sais pas comment vous le mettre. Cliquez en bas sur le... Alors, j'ai cliqué à partager écran. Voilà. Mais donc, on te propose maintenant des écrans à partager. Ils me mettent sélectionner une fenêtre ou un écran, mais je la sélectionne. Ah, attendez. Écran entier, non. Je mets mon écran et puis après, je mets ce qui est dans mon écran. Attendez. Essaye, oui. Oh mince. Bon, je vais autoriser, je vais voir. Pas très bonne, moi. Là, on a une mise en abîme. Là, c'est Velasquez. Là, c'est las meninas. Eh bien non, ce n'est pas moi alors. C'est pas moi, mais je ne sais pas comment vous le passez. Sinon, je peux passer sans citation. Hein, mais... Enfin, si, je vous dirai les citations, mais je n'arrive pas à le... Alors, autoriser, sélectionner une fenêtre, écran entier, mais... Normalement, si tu cliques sur écran partagé, tu devrais avoir une fenêtre avec des propositions de... Je vais mettre écran entier, c'est tout. Écran entier, la journée d'études consacrée au programme et votre programme, c'est tout. Bon, c'est pas grave, je vais le lire, ce n'est pas grave. Ce sera plus simple. Voilà. Donc, elle dit... L'escriptura és com un escalpel que aixeca capes i més capes per escurçar de viu en viu fins a deixar ben visible el nucli de desraó de cadascú. Per això, el tret essencial comú a tota l'obra de ficció d'Isabel Clara Simó és la violència de les relacions humanes, violència analitzada en totes les seves modulacions. Donc, il y a aussi ce scalpel, et vraiment pour moi l'écriture d'Isabelle Clara Simon fait office de... La plume est aussi un peu un scalpel. Alors, quel trait stylistique avons-nous? J'essaierai quand même, je vais quand même être... Non, là vous ne voyez rien, vous. Non, tant pis. Non, c'est pas grave. Alors, quel trait stylistique avons-nous relevé? Alors, il y en a énormément, évidemment, il a fallu faire une sélection. Mais tout d'abord, il y a la langue, très souvent informelle,
propres à la modalité orale. Les dialogues, les pensées des personnages en style direct ou indirect libre sont transcrits avec des mots, des formules et une syntaxe relâchée, malmenée, propre à l'oral. La ponctuation, l'hyperponctuation relève parfois de l'oralité. Le registre informel ou conversationnel apparaît dans des scènes de la vie quotidienne où interviennent le quotidien, le monde oral spontané, la teneur interactive et le ton informel selon Lluís Pairato, l'étude de Lluís Pairato sur le catalan colloquial, le catalan colloquial, informel. Mais en parallèle à ce style conversationnel qui acquiert différents registres, jusqu'au familier ou au très vulgaire parfois, et nous verrons pourquoi, la prose d'Isabel Clark-Simon devient poétique. Elle est musicale et sonore avec des allitérations, des assonances. Elle est imagée avec de nombreuses figures et des symboles bien évidemment de la franc-maçonnerie, mais je pense que d'autres symboles sont là aussi. Enfin, elle est très savante avec un fin maillage intertextuel très habilement tissé. Je passe donc à voir, on verra quelques points, la langue informelle, les parémies, les comparaisons et les symboles de la franc-maçonnerie, mais que je dirai très très vite, l'ironie et l'intertextualité. Alors, la langue informelle, premier point, j'ai fait un relevé de quelques marques parce que je crois que c'est utile pour les étudiants d'être attentifs à comment s'écrit ce texte, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui fait que ce texte paraît en plus couler de source. Vous lisez cela et même si vous n'avez pas des notions de franc-maçonnerie, vous comprenez parfaitement les enjeux, ce qui se passe, la violence, toutes ces thématiques qui sont à l'œuvre dans ce roman. Alors, ce qui frappe, c'est la richesse et la variété de cette langue orale et informelle. Et Lluís Pairato préconisait dans une étude de dépasser le poncif traditionnel de la pauvreté de la langue orale par rapport à la langue écrite. Et c'est bien le cas ici. Alors, nous avons des gros mots, enfin, juron ou injure, en catalan, el renex, qui sont fort employés dans la langue orale catalane. Alors, évidemment, ces jurons, ces injures enfreignent les règles de la bienséance, du bien parler, avec des expressions qui font référence au tabou religieux ou au blasphème, comme Deu hostiam. Alors, je cite, et c'est là où vraiment je suis désolée de ne pas pouvoir vous les montrer, mais vous les entendrez, je vous dis la page. On lit par exemple Rebre hòsties, page 61, Li dona un parell d'hòsties, page 85, des tabous d'ordre sexuel dans les mots collons, comme collons et dius. Que collons, page 112. Cony, tia, page 199. On cogne, page 241. El cony de gos, page 104. Attention à collonut, qui en catalan a une valeur positive. Ets un tio collonut. C'est un mec formidable ou un type formidable. Tenir pebrots, qui pourrait se traduire de façon très vulgaire par avoir des couilles, puisque les pebrots sont des euphémismes pour les couilles, apparaissent page 33. Les injures sont aussi nombreuses. Mala puta, mala bestia, el malparit, le très vulgaire això a mi me la bouffe, ou d'autres moins vulgaires, autres expressions qu'el bombi. Quant au lexique, nous avons le verbe fotre, qui est un verbe joker, comodin, d'après Pairato, qui peut acquérir différents sens selon le contexte. Donc la traduction variera elle aussi. Alors, dona'm la carta i fot el camp, page 11. La fotut fora, page 235. Que es foti i que es refoti, page 13. Que es foti el vell fotut i que es refoti el refotut, que em té aquí amarrada per força, page 212. Aquest cop, vell fotut i refotut, es begut oli, page 239. Ce sont des mots
des paroles de Dolores. Fotent-se, en rigolant, page 56. Tant ça m'en faute, page 207, que l'on traduira soit par je m'en fiche, je suppose, ou je m'en fous, si on est plus vulgaire. Fotuda y entaforada les golfes, est un peu plus difficile à traduire, mais il y a aussi ce fotut qui est là. Enfin, d'autres verbes au registre familier. Emprenyar-se au lieu d'enfadar-se, clapar au lieu de dormir, pichar pour uriner, clavar pour entrar clavat una picossada, page 130, pour faire payer bonbons ou saigner, pancar pour travailler, page 130. Les substantifs, on a merda et ses dérivés. Mira que s'amoïna per res, aquesta dona, per una merda de migdiada, per una rutina merdosa, per un emmerdat cuitar. C'est la même phrase, page 13, dès le début du texte. Dès le début du texte, le ton, le registre sont donnés. Ailleurs, Dolores pense du jeune Ramon, réfléchit, elle pense per què ets un merdós escarràs d'una fleca merdosa. Plus loin, i una merda, és un gos, dit Ramon à Dolores qui cajole trop son chien, d'après lui. Ici, merda a une valeur d'interjection, i una merda. On pourra voir le point d'exclamation. Dolores qualifie les hommes, Kim ou Thurber, avec des mots familiers et vulgaires, carallot, paio, manso, ou encore avec l'injurieux malparit, el malparit d'en Thurber, le salaud, el malparit d'en Jack. Les bandangues est un castellanisme pour les salades, les histoires, ça apparaît dans le texte. Et puis, nous avons aussi des euphémismes pour indiquer que l'on est fou, surtout évidemment en faisant des allusions directes, enfin, s'agissant de Joachim. Està tocat del bolet, page 35, està guillat, page 44, ou està guillada, page 84. Les interjections sont très présentes. Bouf, ouf, quin pesat, ca. No per fluir-la, ca. Non, ça, pas question. Car elle réfléchit à partir. Dolores se pose la question intérieure. Si je pouvais m'enfuir, car aquells m'encalçarien. Page 177. I ara, c'est une expression utilisée pour marquer le refus, la réprobation. I un raba, page 122, mon œil. Caram, qui est un euphémisme pour carall, page 205, 247, ou encore Mare de Déu Jesús, quina paciència em toca tenir tot el sant dia, page 83. Enfin, les onomatopées sont nombreuses, mais comme le temps passe, je passe sur ces onomatopées, mais vous les verrez, elles sont très clairement indiquées et visibles. Je passe à la syntaxe. Alors, cette syntaxe dans la langue orale peut évidemment altérer l'ordre habituel. Et dans les exemples qui suivent, vous avez une postposition d'un complément. Par exemple, mira que em fa de preguntes idiotes, alors que l'ordre serait fa preguntes idiotes. Page 10. Ou no hi ha qui els entengui, aquells, page 55. I que em va ser difficile aconseguir una còpia, page 243. Mais on peut aussi trouver l'antéposition du complément dans la germaneta, vés a saber on parava a hores d'ara, page 66. Enfin, je passe sur certaines, vous avez les phrases averbales. L'aéroport, page 261, dans les derniers chapitres. Auxili inutile, page 145. Ce ne sont évidemment que quelques exemples pour attirer votre attention sur cette langue d'Isabelle Clara Simon, qui n'est pas simplement spécifique à cette œuvre-là, mais qu'elle emploie dans beaucoup d'autres, aussi bien des contes que d'autres romans postérieurs. Je voudrais parler de la polysynthète, qui est une figure de rhétorique dont on a fréquemment recours dans la conversation. Alors, le texte en est rempli, truffé, plein de polysynthètes.
Je n'oserais pas vous dire chaque page, je n'ai pas fait des calculs statistiques, mais vraiment, il y en a énormément. Les critiques, par exemple, Bernard Duprier, dans le Gradus ad Parnassum, je pense, et il reprend Quintilien, dit qu'elles sont Polysynthète et Asynthète sont complémentaires. Ces deux figures ne sont autre chose qu'un amas de mots ou de phrases qu'on entasse. Ici, l'amas de mots ou phrases entassées ne manque pas. Ainsi, dès l'ouverture, on lit « Les cases on dormen i on sospiren i on badallen i on reposen i on mengen i on passegen, mans a l'esquena, senyors que han de ser guardats », page 10. Dit le narrateur, pour présenter la maison qui sera celle de Kim. Il y a là tout un entassement de verbes pour décrire la vie quotidienne et surtout oisive des bourgeois barcelonais. À l'opposé, il y a la vie de Colorado Moon, le fossé d'où vient Dolores. Là aussi, la première apparition d'où elle vient utilise ce prévôt de la polysynthète. C'est page 32. Venia d'un fossat profund, aquella noia. I Thurber i son pare i tota la colla vivien al mateix fossat, el fossat dels perdedors, on només hi ha alcohol i crits i pallisses i bailets que cacen rates i no van a l'escola. Page 32. Un autre exemple de polysynthète au chapitre 28. I dissortadament, en Kip va ullar la cambra de la noia, que tenia la porta oberta, i va veure la carta. La va obrir amb el vapor del rentavaixella, que acabava d'aturar-se, i la va llegir, i la va tancar, i la va deixar on l'havia trobada. Va seure al balancí, de cara a la porta, els dits de les mans encreuats, fitant la porta, i la ira se li anava ensenyorint. C'est page 228-229. On a dit que Dolores employait un registre de langue vulgaire. On ne s'invente pas, puisque l'héroïne est une sauvage qui vient du Moon. Alors, Colorado Moon est abrégé en Moon, et cette abréviation est aussi un trait propre à la langue orale, comme si les gens avaient la flemme de donner le mot entier, Colorado Moon. Le maître Kim entreprend donc de la polisser, en lui apprenant les manières et une langue cultivée. Tout comme dans le Pygmalion de Shaw, où Henry Higgins, un professeur de phonétique, fait le pari avec le colonel Pickering, un linguiste spécialisé dans les dialectes indiens, de convertir une modeste fleuriste des rues, Miss Eliza Doolittle, en une duchesse aux excellentes manières. Elle s'exprime d'une façon épouvantable que les gens de la bonne société ne comprennent pas. Mais notre sauvage ne se laisse pas aussi facilement amadouer. Ainsi, pour se venger de Kim, qui lui reproche d'être vulgaire, au chapitre 11, page 16, elle décide d'appeler son chiot vulgaire, précisément. Un baquet de nom, el faig més meu. On voit là l'humour fin d'Isabelle Clara Simon, qui appelle son chien vulgaire. C'est sa vengeance. Les parémies, alors elles sont très nombreuses, le texte en regorge. Alors je vous en énumère quelques-unes. Elles ne sont pas seulement l'apanage de la langue orale, elles sont dans la langue aussi standard, si vous voulez, écrite. Alors, je vous donne simplement quelques mots. Si fa no fa, per la cara, però pots entrar en uns lavabos i tenyir-te els cabells així, per la cara, amb tot de gent mirant, pels colzes, cantar les 40, fil per randa. Fer una cosa, par exemple, em fa una cosa quan em mira, ça me fait un drôle d'effet quand il me regarde, etc. Je passe donc, j'en ai beaucoup. Je voudrais vous parler des comparaisons. Ce qui m'a frappé en lisant le texte, c'est la quantité impressionnante de comparaisons tout au long de... À chaque page, vous avez des comparaisons. Le roman en est rempli. Alors, j'ai essayé de revoir ce qu'il en était. Fontanier disait, alors le bon vieux Fontanier est un peu ancien, mais il y a des choses, évidemment, lui il disait que elles doivent être d'un style élevé, les comparaisons. Mais
Après sa définition, il disait quand même, ce qui est aussi à désirer, c'est que les rapports en soient imprévus et frappants, en même temps que sensibles et aisés à apercevoir. Il me semble donc que ces deux aspects soulignés par Fontanier, imprévus et frappants, sensibles et aisés à percevoir, apparaissent dans une multitude de comparaisons de la Salvatge. Alors, le texte en est truffé. Voici le portrait de Victoria, la bonne. Tout au début, page 11, elle a des ridules et puis la fin, c'est « Comme el dibuix que deixa una bala », page 11. Je prends le texte une seconde parce que je n'avais pas recopié entièrement. Els ulls menuts els tenia sepultats en un mar de ruguetes caòtiques, com el dibuix que deixa una bala que ha travessat un vidre. La comparaison des yeux et des petites rides avec le dessin de l'impact d'une balle est frappante. Elle est surprenante, elle est très graphique. Mais elle indique aussi les injures du temps sur le visage de Victoria en introduisant le thème de la violence dans l'œuvre, qui sera amplement développé, comme cela a dit. Elle aurait pu choisir une autre image que celle de l'impact d'une balle, vous voyez, pour décrire ces ridules. Hein. N'oublions pas que la bonne, elle aussi, a été malmenée par la vie. Nous avons différentes choses. Et puisqu'on parle de comparaison, son fils, qui est mort dans un accident de moto, d'après ce que je comprends, hein, à la tête, on nous décrit de façon un peu gore, si vous me permettez ce mot, sa cervelle, la tête, ouverte comme un melon sur l'asphalte, le bitume. Donc, ce sont quand même des comparaisons surprenantes, mais aussi aisément reconnaissables. Nous connaissons tous ce qu'est un melon. Vous voyez, elles ne sont tirées de l'univers quotidien, mais elles s'appliquent à des choses absolument à l'opposé, bien entendu. Enfin, on voit aussi dans cette description, ces ridules, un souci du détail très présent dans le roman, qui n'est pas sans rappeler le souci du détail chez Rodoreda, par exemple. La description de la peur que ressent Dolores lorsque Joachim la regarde lors de son arrivée chez lui. Ce sentiment est décrit grâce à deux comparaisons enchaînées. C'est page 18, et je les cite. Va sentir un breu estremiment, perquè Joaquim mirant-la semblava un professor que examina una granota esquarterada al laboratori de biologia. La noia va sentir aleshores un temor diferent de tots els altres, un temor nou, un que creix de dintre a fora i fa bombolles al cervell, com si bullís, i que et deixa perdut en un passadís d'una casa perduda en un país perdut. La comparaison du professeur de biologie qui examine une grenouille écartelée annonce deux thèmes. Dolores sera un cobaye pour Joachim, qui mènera une expérience sur elle, tout comme le professeur de phonétique dans le Pygmalion de Shaw. La deuxième comparaison exprime la perte de repère de Dolores, qui, après s'être enfuie de chez elle, se retrouve perdue dans un pays étranger, dont elle ne parle d'ailleurs pas la langue. Un peu plus loin, la peur qu'elle ressent est comparée aussi à un vieux chewing-gum. La por es pot engolir o es pot escopir, però la seva era una por lliscosa i tova com un xiclet gastat, i se la van passar. La comparaison est très graphique, avec un comparant issu de l'univers quotidien américain. La comparaison de Dolores avec une bête sauvage sature le texte, évidemment, dès le titre du roman. C'est annoncé, la Salvatge. Ainsi, lorsque Dolores est dans l'avion qui l'emmène vers l'Europe, se la miraven de reüll comme si fos una fera perillosa, page 34. Accoutrée comme elle l'est, elle a l'air d'une sauvage. À la fin du roman, au chapitre 30, par un revers de situation ironique, et je veux vraiment avoir le temps de vous parler de l'ironie, Kim détruit son œuvre et fait de son objet d'expérimentation une sauvage, un monstre aux dents de requin. Je cite le chapitre 30, page 248-249.
Els llavis els té inflats i petites estries de sang li esquerden la llengua, com la pell d'un llangarraig. Sembla un animal salvatge i carnisser que acabés de mossegar i de marxar-se al cos bategant d'una víctima abatuda i que encara es regalima sang. C'est sur cette image d'horreur éminemment cinématographique que se clôt la troisième partie du roman, la partie noire. Mais il arrive aussi que le pervers et sa victime inversent leur rôle, comme page 70, où on lit «I aleshores ell feia el que ella volia que fes, com un animal domesticat». Nous sommes donc dans la thématique de la sauvagerie ou non-sauvagerie. Alors, nous avons beaucoup de comparaisons animalières et mon collègue Michel, qui a parlé avant d'animaux, ici, on va dire que l'héroïne, il y a 3 héros, peut-être 2, en tout cas le héros masculin qui serait Kim, lui a une tête de tortue, mais je ne m'étends pas, un visage de tortue au début du roman et à la fin du roman, vraiment. Et puis il y a des souris, bien sûr, des rats, pardon. Victoria est un elefantot, un gros éléphant, ou une vache célèbre, la vaca cega. Es bressola sense presses, amb l'altivesa d'un animal ferit que se'n va sense por i sense tornar-s'hi, amb el trist orgull de la vaca cega que s'allunya brandant la llarga cua amb llanguidesa. Je voudrais quand même vous parler des portraits de Dolores. J'ai fait comme pour parler pendant 2 heures, mais bon, bref. Je voudrais vous parler du portrait de Dolores et, puisque nous parlions d'image animalière, de l'image de la toile d'araignée. Vous avez parlé avant de la toile d'araignée. Et page 131, elle est comparée à une toile d'araignée. La Dolores est comme une teranyina. Et les perfections de cette toile d'araignée sont mises à l'avant. Lorsque l'on décrit le cou de Dolores, cette image de la toile d'araignée ressurgit. La peau de Dolores est ici décrite de façon hyperbolique, car sa beauté surpasse celle de la toile d'araignée, celle des fruits tendres. C'est au chapitre 14. Una pell tan subtil com un sospir, amb una turgència transparent. Una teranyina pot ser una meravella, però el coll de la Dolores, tota la seva pell és més perfecta, més que la pell nacrada de la fruita tendra, més suau que la superfície llisa de l'aigua, més càlida que l'anhelada de la boca d'un nadó. Telles sont les pensées du voyeur en contemplant Dolores à son insu. Bien évidemment, cette image est à mettre en contraste, et c'est pour ça que je vais embrayer en 5 minutes sur l'ironie, en contraste avec les dents de requin dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, sur cette Dolores complètement défigurée par son bourreau. D'accord. Alors, l'ironie. Je ne vous parlerai pas de la franc-maçonnerie puisque vous en avez parlé, mais l'ironie, pour aller très, très, très brièvement, est partout dans l'écriture d'Isabelle Clara Simon, me semble-t-il. La critique l'a souligné. Elle rejoint en cela l'écriture du XXe siècle, qui est extrêmement ironique. J'ai des textes de critique, Pierce Quenchis, Jean-Pierre Tadier, dans le roman d'Hier à demain, parle de l'ironie. Mais je ne vous donne pas ici de présupposés théoriques. Simplement, je veux revenir au texte, justement. On vient de parler de cette belle toile d'araignée, n'est-ce pas, de ses perfections. Regardons ce dialogue, page 131, entre Joan Carnisser et Kim à propos de Dolores, qui est comparée à une toile d'araignée. Et ce passage, le dialogue, est éminemment ironique, car il se construit sur le contraste entre 2 visions qui s'opposent. Celle de Kim qui décrit les perfections de la toile d'araignée, d'après lui fort poétique, et Joan qui est lui beaucoup plus terre à terre.
le discours de Kim est forcément discrédité d'avance, puisque c'est le discours d'un pervers. És sucosa i fresca, com feta d'aigua, i alhora dura i resistent. Joan répond, sí, i apelagosa. És com per atrapar mosques. Vols dir que la noia atreu molt de borinots. No tens sentit poètic. Què hi ha de poètic en una mosca pensada com a aliment? Què té de poètic el nombre de proteïnes que necessita una aranya per sobreviure i el codi genètic on té imprès com se les ha d'apanyar per obtenir-les? Una mosca és un insecte, res més. No creguis. Una ala de mosca és també una irisada obra mestra. À la fin du roman, par un revers de situation ironique, Kim détruit son œuvre et fait de son objet d'expérimentation une sauvage, un monstre aux dents de requin. Nous sommes donc ici à l'opposé de cette fine toile d'araignée. Hein, et il y a bien eu une destruction de l'objet construit, une destruction du mythe de Pygmalion. Hein. Alors, d'autres fragments sont ironiques, bien sûr. Je ne vais pas m'y étendre. Est-ce que je peux avoir 5 minutes? Merci. Par exemple, alors l'ironie, je ne vous l'ai pas définie, il n'y a pas simplement le revers de situation façon Voltaire, hein, comme on le définissait avant, mais peut-être qualifié d'ironique tout texte qui joue sur les ambiguïtés, les décalages, etc. Regardez ce fragment, par exemple, qui nous parle de Dolores, qui, elle, maintenant, est le voyeur, et qui plus est, elle prend en pitié son geôlier. Page 222-223. Posa l'ull al forat del pany. En Kim és assegut al llit, el cap tirat sobre els genolls. La imatge exacta de la derrota. La terrible picada de la compassió li mossega el cor, de manera que va a la cuina i, tot sospirant, es posa a preparar un sopar boníssim. La conversation pendant le dîner est tout aussi ironique. Donc, nous avons là déjà une ironie de situation, mais une conversation tout aussi ironique. No sabia que m'espiaves. Em feia feliç saber que tot t'estava fent la guitza, desobeint-te. Ja veus, ets tan retorçada com ho soc jo. No soc obra teva? Tout est dit, hein, tout est dit. Mais je voulais mettre l'accent et le point. Et d'ailleurs, ets tan retorçada com obra seva, en relisant le texte, si vous regardez la page, la première page du texte, enfin la deuxième, hein, dans les pensées de la bonne, elle dit de son maître qu'il est retorçat, és un retorçat. Hein. Bon. Je ne vais pas évidemment parler des références intertextuelles puisque mon collègue en a parlé. Il s'agit bien sûr d'un hommage à la littérature catalane. Hein. Isabel Clara Simó rend hommage, hein, par ses citations cachées, non cachées, il y en a plein, à la littérature catalane de tous les temps, hein, depuis comment vous dire, Ramon Llull, hein, depuis Ramon Llull jusqu'à les derniers poètes. Je conclus. Dans ce thriller au rythme haletant, la plume d'Isabel Clara Simó devient un scalpel pour décrire les passions humaines, les multiples violences dont est victime l'héroïne et la folie d'un vieil homme amoureux de sa créature jusqu'à ses dernières conséquences. La langue informelle est riche, orale, proche de celle du lectorat de la fin du XXe siècle. L'apparente naturalité de la prose, comme si elle coulait de source, masque une prose riche, imagée, pleine de références intertextuelles. Enfin, l'ironie, eironeia, ce mot grec qui signifiait le masque que portaient les acteurs au théâtre, est une figure clé pour appréhender le style du roman et le retournement du mythe de Pygmalion, qu'Isabel Clara a détruit complètement. Merci beaucoup.